cher Michel Onfray. On commence justement avec ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. Israël qui a procédé ce matin même à des frappes sur des cibles militaires en Iran. La tension ne retombe pas dans la région. La France appelle les deux parties à s'abstenir de toute escalade dans un contexte d'extrême tension qui règne dans la région. Le ton, Michel, vous le savez, est monté cette semaine entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron au sujet de cette réponse israélienne aux attaques du Hamas et du Hezbollah, que ce soit à Gaza ou au sud Liban. On va d'abord écouter, si vous voulez bien, le Premier ministre israélien évoquer sa déception vis-à-vis du président français. On entendra dans un deuxième temps Emmanuel Macron. D'abord, Benjamin Netanyahou sur nos antennes. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. L'Iran, elle, n'a pas fait un embargo sur le Hezbollah ou sur le Hamas. Voilà pour Benjamin Netanyahou qui dit être déçu par le président français. On écoute maintenant Emmanuel Macron qui lui a répondu le lendemain, jeudi, lors de la conférence qu'il organisait pour le Liban. Écoutez les mots qu'il emploie, c'est très important. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. C'est-à-dire la possibilité pour des femmes et des hommes dont les origines sont différentes, dont les religions sont différentes, de partager un même territoire et de vivre pour un même projet. C'est aussi pour cela que le Liban est important pour lui-même et est toujours plus grand que lui-même. Voilà pour Emmanuel Macron. Michel Onfray, que vous inspirent les mots, parce que les mots ont un sens, employés par Emmanuel Macron et aussi par Benjamin Netanyahou? D'abord, Benjamin Netanyahou dit des choses justes. Je pense que c'est une guerre de civilisation, je le dis depuis très longtemps. On fait savoir que ce sont les gens qui annoncent les guerres de civilisation qui les produisent ou qui les créent. Je vous rappelle que quand Huntington raconte le choc de civilisation à venir en disant que c'est ainsi que les choses se passeront désormais, on fait savoir que c'est lui qui invente ces choses-là, Huntington. Non, il est en train, c'est pas plus que le cancérologue crée le cancer qu'il vous annonce. Huntington annonçait qu'effectivement il y aurait des guerres de civilisation après la chute du mur de Berlin, c'est ce qui a lieu. Israël est effectivement le navire amiral, c'est la pointe avancée, je dirais, de la civilisation judéo-chrétienne, donc de l'Occident. Ça existe, l'Occident. Tous ces gens qui nous disent que l'Orient n'existe pas, c'est une création de l'Occident, etc., etc. Je ne vois pas comment l'Occident pourrait créer quelque chose qui n'existerait pas. Il y a un Orient, il y a un Occident, c'est pas exactement la même chose. Même les gens qui font du tourisme et qui vont à Téhéran, ou les gens qui font du tourisme et qui vont à Jérusalem, voient bien que ça n'est pas la même civilisation, ne serait-ce que pour les femmes. Quand vous arrivez à Téhéran, vous avez intérêt à porter le voile, vous n'avez pas le droit d'avoir... Dans l'espace aérien aussi. Oui, voilà, absolument. Quand on arrive dans l'espace aérien, il faut savoir que, etc. Donc il y a un moment donné où les mots comptent. D'abord, ils comptent tout le temps, mais quand on est chef de l'État, qui plus est. C'est le mot barbarie, là, qui est en inadmissible. Mais c'est inadmissible, ce mot. Alors je sais bien, il y a aussi des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de barbarie, que ça n'existe pas, que c'est une invention. Toute la gauche bien pensante nous a expliqué que la barbarie c'était le jugement d'un occidental et que ce n'était donc jamais une bonne chose, qu'on était toujours le barbare de quelqu'un. C'est hélas, parce que je l'aime beaucoup, mais la pensée de Montaigne qui nous dit nous appelons barbarie ce qui n'est pas de notre fait. Sous-entendu, le barbare c'est toujours autrui, mais il y a quand même des définitions du barbare. Donc c'est celui qui massacre, c'est celui qui fait des tas de crânes uniquement pour le plaisir de l'impérialisme. Là, Israël se défend. C'est comme si vous aviez une maison et puis en face de vous, vous avez une autre maison et les gens dans la maison d'en face sont hyper armés, ils ont l'intention de vous détruire. Ils ont dit notre objectif c'est de vous détruire. Quand on dit très, très clairement, comme le fait l'Iran, nous voulons détruire l'État d'Israël, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit le Hamas, nous voulons détruire l'État d'Israël, dit le Hezbollah, que tout ce monde-là s'entend, que ce sont des bombes en permanence. Parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de dommages, mais il n'y a pas de dommages en Israël. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un dôme de fer. Parce que les armes sont interceptées, mais c'est tous les jours qu'il y a des bombardements sur Israël, que ça arrive sur Tel Aviv, que ça arrive... Voilà. Donc il y a un moment donné où, quand on dit barbarie, ça veut dire qu'on estime quoi? Alors Hitler, c'était quoi dans la gradation de la barbarie? Si effectivement les chambres à gaz, c'est de la barbarie, mais que Netanyahou, c'est aussi un barbare au même titre qu'Hitler, où va-t-on? C'est-à-dire que le mot barbare, ce qui choque, c'est qu'il a été employé pour les attaques du 7 octobre, qui étaient des attaques barbares. Est-ce qu'on peut dire que la réponse d'un État
démocratique et de la barbarie. Écoutez, on a vu cette nuit que la réponse avait été chirurgicale, comme on peut vraiment le dire. C'est-à-dire que vous avez plus d'une centaine d'avions qui vont traverser l'Irak, qui vont traverser l'espace aérien de l'Irak, qui vont traverser l'espace aérien de la Syrie. C'est-à-dire ce sont des espaces ennemis qui arrivent sur l'Iran et qui frappent de manière extrêmement chirurgicale des objectifs militaires et pas des objectifs civils. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas dit tant pis, on va tuer des civils parce qu'on n'en a rien à faire des civils iraniens. Il faut faire la part des choses. Nombre d'Iraniens n'ont plus envie de ce gouvernement. L'Iran, c'est une grande civilisation, c'est une grande culture, les Perses, très anciens. Et c'est pas exactement la même chose, la civilisation iranienne avec les Perses qui sont derrière eux, la civilisation des Émirats arabes, par exemple, qui ont une absence de culture, enfin du moins une culture extrêmement tribale. Donc il y a un moment donné où quand on pèse des mots comme ça et qu'on est chef de l'État et qu'on parle de civilisation, qu'on parle de barbarie et qu'on met à égalité, disons, Adolf Hitler et Benjamin Netanyahu, puisque la barbarie, c'est le mot qui est utilisé. On fait des choses extrêmement graves, c'est gravissime. Bien sûr. Mais on le sait, de toute façon, je le dis depuis longtemps, mais que Emmanuel Macron fait une politique en regard de ce qu'on appelle la rue arabe. Que son souci, c'est de ne pas déclencher des intifadas françaises et qu'il s'agit de donner en permanence des gages. Alors quand Netanyahou dit, il a d'abord dit des choses, puis il a ensuite dit des choses, il a raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a dit les choses en même temps. C'est-à-dire que c'est du Macron. Et il est allé tout de suite en Cisjordanie quand il a dit aux Israéliens tout à fait au départ, on va faire une force d'interposition internationale. Quelle belle idée. Que n'en a-t-il donné les moyens de cette force internationale? Et puis par la suite, il a dit, bon, je vais en Cisjordanie, je vais voir Mahmoud Abbas. Oui, en Cisjordanie, vous avez raison. En disant, en rencontrant quelqu'un qui est un négationniste, c'est-à-dire qui a fait une thèse en Russie soviétique, à l'époque où il disait qu'il n'y avait pas de chambre à gaz. C'est quand même cet homme qui est à la tête aujourd'hui de la Cisjordanie. Et les barbares, ce serait Israël. Bien sûr. Mais il est indéniable qu'il y a des victimes civiles, évidemment, que ce soit à Gaza et au sud Liban. Est-ce que la réponse d'une guerre est assimilée à de la barbarie pour vous ? Les gens ont une idée de la guerre qui est assez sidérante. La guerre, ça tue, on va dire des banalités de base. Mais je veux dire que par définition, moi je suis normand, comme vous le savez, en Normandie, tout a été rasé. Il y a des villes qui ont été entièrement rasées. Caen, Argentan, Falaise. Et il y a eu 20 000... Par les Alliés. Par les Alliés. Il y a eu 20 000 morts civils, du moins pour le chiffre officiel. Moi j'en ai parlé pendant très longtemps, on commence maintenant à en parler. Mais c'est ainsi la guerre, hélas. La guerre, ça se fait pas avec des gens qui tirent juste sur des ennemis. La résistance, c'était ça. Quand on dit le Hamas, ce sont des résistants, mais Jean Moulin et les siens n'ont jamais assassiné des innocents. La résistance, c'est le ciblé des individus, des miliciens, des gestapistes, des militaires nazis. Alors ça, c'était la résistance. On n'a pas dit, on va faire sauter un cinéma parce qu'il y a un officiel manqué là, puis on va peut-être tuer 50 personnes qui seront là, et des innocents qui seront en train de regarder un film. Ça n'a jamais existé dans la résistance. Dans le terrorisme, oui, au contraire, on prend en otage. Là, que je sache, Israël n'a pas pris en otage la population iranienne en disant on va bombarder massivement et puis tant pis s'il y a 300 morts iraniens. Non, c'est une frappe chirurgicale à étudier probablement dans les écoles de guerre, au même titre que les batailles de Napoléon ou Thucydide. Et il y a les otages israéliens qui sont toujours détenus par vous avez bien les raison terroristes de du Hamas. rappeler leur nom tous les jours. Absolument. Autre extrait de ce que disait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a évoqué la montée de l'antisémitisme en France et notamment les influences étrangères qui attisent la haine sur notre sol. Écoutez-le. Il y a des très jeunes à Paris qui soutiennent le Hamas, qui soutiennent ces assassins, qui soutiennent les gens qui décapitent les femmes et qui les violent, qui brûlent des bébés vivants. J'ai vu les gays pour Gaza. Les gays pour Gaza, vous êtes complètement fous. Vous savez ce qui leur arrive aux gays à Gaza? Ils seraient exécutés, ils seraient décapités. Qui est-ce que vous soutenez? Si vous soutenez les droits humains, la liberté, l'humanité, il faut combattre ces gens-là. Voilà pour Benjamin Netanyahou. On est sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray. Quand il évoque cet antisémitisme et ces influences politiques, évidemment, qui existent sur notre sol, vous l'avez aussi à de nombreuses reprises dénoncé. Mais oui, et puis j'ai pu, moi, rencontrer des enfants, des fils ou filles d'amis qui, à 15 ans, 16 ans, ont des avis sur la cause palestinienne. Et quand on commence à discuter en disant « Est-ce que tu as lu le Coran? Non. Est-ce que tu connais la charia? Non. Est-ce que tu es capable de me placer dans l'ordre, par exemple, judaïsme, christianisme et puis islam? Non. Est-ce que tu es capable
de me dire ce qui distingue les chiites, les sunnites. Non, rien de tout ça. Est-ce que tu as lu une biographie du prophète? Non, mais ils ont quand même des idées, ils ont quand même des avis. Mais c'est l'âge, d'une certaine manière. C'est l'apanage de la jeunesse. Absolument, mais peut-être pas tant, je dirais, à Sciences Po, où on peut imaginer qu'on a affaire à des gens qui, bacheliers, ont déjà un minimum de culture et devraient un peu savoir. Je crois que c'est Mathilde Panot qui n'était pas capable de répondre à la question, le Jourdain, c'est où? La Méditerranée, qu'est-ce que ça veut dire du Jourdain à la Méditerranée? Qui disait, je suis un peu perdu en termes de géographie. Demandez à ces jeunes quels sont les pays limitrophes, si le Liban est au nord ou au sud, si l'Égypte est au nord ou au sud, est-ce qu'il y a comme pays frontalier à l'est, par exemple, ou éventuellement quels sont les pays frontaliers à l'ouest, alors que c'est la Méditerranée, pour y avoir des surprises, je pense, parce que l'inculture est généralisée. On n'enseigne plus l'histoire depuis 50 ans, on n'enseigne plus la chronologie, on enseigne l'idéologie en nous expliquant qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Un petit peu comme les gens qui ont été tour à tour, enfin on pourrait même élargir, mais qui ont été nazis, pétinistes, gaullistes, maoïstes, etc., mitterrandiens, et puis... Toutes les casquettes en même temps. On va reparler dans un instant du baisse du niveau de la culture et de l'écriture. Michel Onfray, on évoque la France Insoumise. Il y a eu cette semaine ce député de Loire-Atlantique de la France Insoumise, Andy Kerbrad, qui a été pris en flagrant délit, je le disais, par la police, en train d'acheter une drogue de synthèse, la 3-MMC, une sorte de cocaïne bon marché, à un mineur de 14 ans à la sortie du métro parisien. Alors ce député a reconnu les faits dans un communiqué. Il s'y présente comme en proie à une addiction en raison de fragilité psychologique et il explique mener ce combat depuis longtemps au nom aussi d'autres victimes. On va écouter la façon dont ses amis politiques l'ont défendu parce qu'ils l'ont assuré de son soutien amical, notamment dans son problème face à la drogue. Puis on va écouter ce que dit Sandrine Rousseau, qui a décidément beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Sandrine Rousseau. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'il démissionne et je le soutiendrai à rester. Je sais que ce ne sera pas facile pour lui, mais en fait, il y a besoin de regarder la drogue et les addictions avec un autre regard aujourd'hui que celui que l'on a, qui est purement répressif et qui est purement policier. C'est un problème de santé publique, c'est un problème qui relève de l'accompagnement, du soin, et nous devons aussi regarder cela comme ça. Voilà pour Sandrine Rousseau. Vous aussi, vous avez dit que, Michel, l'accompagnement des toxicomanes, c'était une vraie priorité de santé publique. Bien sûr, mais quand il s'agit vraiment de toxicomanes, enfin, cette drogue-là, c'est quoi? C'est pour faire des partous de longue durée? Je ne sais pas. Enfin, apparemment, c'est présenté comme ça. Donc, c'est pas exactement la même chose que de consommer des pétards. Je rappelle que consommer des pétards, ça détruit aussi des cerveaux. Aussi, j'ai des amis dont les enfants sont aujourd'hui détruits simplement parce qu'ils ont consommé du cannabis. Pas au-delà de ça. Donc, on connaît cette drogue, on sait qu'elle existe. Ça s'appelle une addiction au sexe si on veut, mais pas du tout cette idée qu'on ne pourrait pas vivre sans cette drogue-là. Apparemment, si on fait la sociologie de cette drogue, elle sert à ça. Mais il y a surtout l'hypocrisie de ce personnage qui nous dit qu'il lutte contre ça. Ce député, la France Insoumise. C'est aussi parce que c'est un député qu'on en parle beaucoup. Mais c'est aussi la contradiction. C'était quand Cahuzac nous dit « j'ai pas de compte en Suisse », quand on a un Quatennens qui nous dit il faut lutter contre les violences faites aux femmes. On dit « ah oui, mais commence chez toi, par chez toi ». On pourrait faire une liste longue comme le bras quand il s'agit de nombre de députés, notamment de la France Insoumise. Je veux bien que le danger pour la République, ce soit le Rassemblement National, mais qu'on nous fasse voir où sont les fichiers S du Front National, où sont les consommateurs de drogue à partous de longue durée au Rassemblement National, où sont les gens qui frappent leurs femmes, enfin, etc. Il y a un moment donné où on n'a pas le droit de se présenter comme un parangon de vertu quand on est le prototype du vice. Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il y a une incidence sur son métier de député ou pas du tout? Écoutez, pour ça, il faut avoir le sens de l'honneur. Ces gens ont perdu le sens de l'honneur. D'abord, notre civilisation a perdu le sens de l'honneur. Depuis la Révolution française. Aujourd'hui, vous avez un tribunal, vous avez du precium doloris, le prix de la douleur, on vous fait un chèque, et puis voilà. Jadis, il y avait le duel. Au moins, vous pouviez risquer votre vie en disant des sottises. Ce serait bien aujourd'hui qu'on puisse provoquer en duel tel ou tel journaliste en disant... Non. Je mesurais mon ironie. Je mesure votre ironie. Mais on voit bien aujourd'hui que l'honneur, ça sert à rien. Vous avez des gens déshonorés, mais qui continuent. Moi, j'adore le Japon pour ça. C'est une civilisation de l'honneur. On met 20 ans à avoir... civilisation du harakiri aussi, donc bon. Justement, oui, mais on fait harakiri, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 36 façons de recouvrer un honneur perdu. C'est pas le duel à la première blessure, vous faites couler le sang, vous dites stop, j'avais perdu mon honneur, je l'ai retrouvé. Là, au Japon, vous dites non, un honneur perdu est définitivement perdu. Vous mettez 20 ans à avoir une réputation et 20 secondes à la perdre.
au Japon. Et quand elle est perdue, elle est définitivement perdue. Donc le fameux seppuku, le harakiri, c'est là pour dire, eh bien, je ne peux que laver mon honneur avec un suicide, une mort volontaire. Il y a deux sujets, en fait, dans ce sujet-là. Il y a la consommation de drogue. Et là, les Français sont très clairs dans un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs? Je parle bien des consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue. Oui, à 77%. Et puis, il y a la question de l'exemplarité en politique. Et là aussi, alors là, on a le premier sondage sur la consommation de drogue. Il faut sanctionner plus les consommateurs. Et puis, est-ce que ça n'alimente pas la défiance envers nos élites politiques? Évidemment que si. On a ce chiffre d'un autre sondage Odoxa pour le Figaro. 82% des Français, Michel, ont une mauvaise opinion des partis politiques. Et donc, évidemment, de ceux qui les incarnent. Ça ne vous surprend pas? Non, je suis même étonné qu'il y en ait autant qui y croient encore. 10%. Oui, un peu moins. Ouais. Oui. Donc vous dites, ça fait quand même un peu plus. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de gens qui croient encore aux partis. Simone Veil, la philosophe Simone Veil, disait qu'il fallait supprimer les partis. D'une certaine manière, le général de Gaulle pensait exactement la même chose, en disant mais il y a le sens de l'intérêt général, du bien public. Et puis après, c'est de droite ou c'est de gauche. Mais on voit bien aujourd'hui que les partis ne font que jouer leur partition. Et qu'aujourd'hui, alors Marine Le Pen, elle va voter pour, elle va voter contre, mais c'est quoi l'objectif de Marine Le Pen? C'est de se retrouver au second tour des présidentielles. Mélenchon, il va faire quoi? C'est d'être au second tour des présidentielles. Et puis celui-ci ou celui-là chez les Républicains, c'est d'être celui qui va pouvoir être au présidentiel. Ils ont tous cette obsession dans les partis. Ils ont cessé d'aimer la France, encore moins les Français. Et non pas du tout le souci des Français, ils ont simplement le désir de trouver un créneau qui leur permettra de dire ici, est-ce qu'on peut faire 300 000 voix? Si on fait 300 000 voix, on y va. Et on a bien vu avec Jean-Luc Mélenchon que quand il a fallu préempter le créneau de l'islamo-gauchisme, il a dit c'est rentable d'un point de vue électoral, j'y vais. Si on lui dit mais c'est pas très rentable pour la France ou l'histoire de France, la France, on n'a rien à faire. Mais électoralement, c'est extrêmement dangereux. 82% des Français qui se défient de leur personnel politique, ça peut mener à des catastrophes démocratiques. Juste encore un tout petit mot de Sandrine Rousseau, qui a esquissé cette semaine pendant les débats à l'Assemblée nationale un bras d'honneur. Alors, elle s'en est tout de suite excusée et expliquée. On va écouter ses explications, puis on va rappeler ce qu'elle disait à l'époque du bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. D'abord, on l'écoute, Madame Rousseau. Madame Rousseau est venue me voir à la suspension. Je lui donne la parole. Merci Madame la Présidente. Alors le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé, mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle. Et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Je vous remercie Madame Rousseau. Ce type de geste n'a effectivement pas sa place ici dans cet hémicycle. Et je vous propose, puisque vous vous en êtes excusé, de poursuivre, si vous le voulez bien, et dans des conditions un peu plus apaisées pour éviter, s'il vous plaît, ce type d'incident. Voilà, ce type d'incident. Sandrine Rousseau s'est excusée tout de suite. Elle a dit que c'est un geste qui n'avait pas sa place. Mais elle avait dit, et on s'en rappelle quand même, au moment de l'affaire Éric Dupond-Moretti en 2023, qu'il s'agissait d'un geste de masculinité toxique en politique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Onfray ? Il va falloir s'interroger sur le sexe de Sandrine Rousseau. Non, je présume. C'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie. Précisons-le, parce que vous savez... C'est pourquoi j'ajoute. Oui. Mais il y a un moment donné où on voit bien qu'il y a un bras d'honneur de droite et un bras d'honneur de gauche, et que le bras d'honneur de gauche est défendable. Et comme la gauche, quand elle se drogue, c'est défendable. Quand c'est la droite, ça va pas, etc. Mais on voit bien, ceci dit, si on fait un peu d'analyse sémantique de ce que dit Mme Rousseau, elle dit qu'elle esquisse un geste. Oui, et qu'elle l'arrête, en fait. Alors, parce qu'elle se rend compte que... Oui, simplement, un geste qui est esquissé, on ne sait pas ce que c'est. S'il est esquissé, on ne sait pas ce que c'est. S'il n'est pas fini. Si les gens ont compris, c'est qu'il est fini. Les gens ont bien compris, d'abord, d'une part, que c'était un geste et qui était celui-ci et pas un autre. Et puis après, elle présente ses excuses à la totalité des députés. Mais c'est aux députés du Rassemblement national. Oui, mais elle aurait pu ne pas le faire. Non, mais elle l'a pas fait. Elle l'a fait à minima. Elle a présenté ses excuses. Elle l'a fait à minima en disant, d'une part, je l'ai fait sans le faire tout en le faisant. C'était à moitié fait, mais il fallait à moitié le comprendre et c'est pas totalement ce que j'ai fait. Donc je suis pas responsable de ce genre de choses. Et puis après, je présente mes excuses à tout le monde. Non, on présente ses excuses aux gens à qui on a destiné ce bras d'honneur. Et ce sont les députés du Rassemblement national. Et ça leur arracherait la bouche que de dire je présente mes excuses aux députés du Rassemblement national à qui ce geste tellement esquissé qu'on a vu ce qu'il était destiné. Non, on voit bien quand même qu'il y a de la communication derrière tout ça pour dire sans dire, tout en disant j'éteins le feu d'un point de vue médiatique et on passera à autre chose. Mais ça participe à la stratégie du chaos qu'entretient la gauche et l'extrême gauche au sein même de l'hémicycle. C'est ça, en fait, cette stratégie-là ? Oui, et il y a quelqu'un qui a déjà raconté tout ça très bien, c'est Taine, au 19e siècle, quand il écrit Les origines de la France contemporaine, et qu'il nous raconte comment les sociétés révolutionnaires, ce qu'on appelait les petites sociétés révolutionnaires, comment les jacobins, comment les clubs des cordeliers, comment les sans-culottes agissaient, et ils agissent comme ça. Mélenchon qui compulse sans cesse l'histoire de la Révolution française pour savoir comment il faut faire,
dont le héros est Robespierre, chacun le sait, voit bien qu'on a intérêt comme ça tous les jours, qui plus est dans un monde médiatique, où les informations sont là en permanence, tous les jours à occuper le terrain de cette manière-là. La violence d'État, la criminalisation de la police, l'inversion des valeurs en faisant de telle sorte que le bourreau est une victime, la victime est un bourreau, l'idée de dire mais n'importe qui peut rentrer chez n'importe qui, c'est le droit au logement opposable. Même Chirac avait rendu cette chose-là possible. Moi, j'aimerais que tous ces gens qui défendent ces théories-là puissent mettre à disposition leur maison de vacances pour accueillir les gens qui sinon squattent ailleurs. La cohérence, c'est aussi ça. C'est quand on dit il faut pas se droguer, c'est de ne pas se droguer. Il faut pas frapper les femmes, il faut pas frapper les femmes. Il faut donner sa propriété à des gens qui n'en ont pas. Quand on a une petite maison de campagne et qu'on est le patron de la France insoumise, on la donne aussi et puis on accepte que les autres y soient. Et si tout le monde est un barbare, à ce moment-là, il n'y a plus d'échelle. Oui, mais là, quand vous dites que les gens ne croient plus au personnel politique, c'est juste parce que le personnel politique ne fait que ça. Des gens qui enseignent des choses et qui pratiquent le contraire. Donc, il y a un moment donné où vous dites une Sandrine Rousseau qui s'en vient critiquer le bras d'honneur quand c'est fait par un homme et qui s'en vient expliquer que quand c'est fait par une femme, c'est pas un bras d'honneur parce que ça pourrait pas être un bras d'honneur comme celui d'un homme, je ne sais quoi. Les gens disent ça va. Les gens, ils ont du bon sens, ils comprennent bien, ils voient bien. Les images parlent toutes seules en plus. Vous savez, ils n'ont pas compris. Les sons aussi. Les sons aussi parlent très très clairement. Oui, mais les gens, ils sont devant leur télévision, ils ont l'intelligence qui leur permet de décoder tout de suite ce que le geste dit. Après, vous avez beau dire que le geste n'a pas eu lieu, que c'est d'ailleurs pas un geste, et puis que vous regrettez pas ce geste, qui de toute façon vous permet de présenter des excuses à des gens qui ne sont pas coupables ou responsables de ce geste, ou destinataires, de ce geste. Tout le monde a bien compris que c'était un geste et que c'était destiné à une partie de la population française. C'est 10 millions de gens à qui on a dit « vous nous gênez à voter ce que vous votez et on essaie de vous écarter le plus possible ». L'insulte fait partie du mépris de ces 10 millions d'électeurs. Michel, on reprend le fil de notre conversation. L'Assemblée nationale, malgré quelques péripéties, a quand même examiné dans la douleur le début du projet de budget 2025 avec un festival de propositions de nouvelles taxes émanant de députés de tous bords politiques. Là, aucun bord n'a l'apanage, le monopole des taxes. Taxes sur l'électricité, sur les bénéfices des grandes entreprises, taxes sur l'assurance vie, sur les droits de succession, taxes même envisagées sur les propriétaires de chiens, comme en Allemagne, pourquoi pas. Qu'en pensent les Français, notamment sur la question de l'assurance vie et des droits de succession? Écoutez leur réaction, c'est très intéressant. L'assurance vie, pourquoi pas? Si les gens peuvent se permettre de payer un peu plus, ça me choquerait moins que les droits de succession. Symboliquement, c'est un peu plus compliqué d'avoir travaillé, payé de l'impôt et que ses enfants repayent pour avoir simplement un bien qui vous appartient. Les gens mettent de l'argent de côté pour transmettre à leurs enfants, donc je ne vois pas en quoi c'est un scandale. Toute personne normalement constituée a envie de transmettre à ses enfants, qu'il est peu ou beaucoup, il a envie de transmettre à ses enfants. Pour moi, ce serait non, parce que en fait, l'assurance vie, c'est ce qui nous permettra sans doute de faire face à des situations auxquelles on ne s'attend pas forcément dans notre vie. C'est le principe de l'assurance vie, c'est de cotiser soi-même. Donc je pense qu'on est suffisamment taxé. On est suffisamment taxé, dit cette dame, Michel Onfray. Effectivement, la France est le pays le plus taxé de l'OCDE. Sur une possibilité de taxer l'assurance vie et les droits de succession, qu'est-ce que vous en dites ? Oula, sur les droits de succession, je pense qu'on devrait pouvoir transmettre à qui on veut. D'abord, plutôt que de dire il y a les enfants, c'est les enfants, etc. On devrait pouvoir dire oui, c'est le système un peu américain en disant j'ai gagné de l'argent, j'ai un patrimoine. On peut déshériter ses enfants. C'est pas déshériter, c'est simplement hériter qui l'on voudrait. Et vous avez aujourd'hui des familles décomposées, recomposées, des enfants qui s'occupent pas de leurs parents et qui d'un seul coup apparaissent le jour où le parent est mort et on les retrouve chez le notaire avec un gros chèque. Je trouve pas ça très moral. Vous avez raison. Donc, le sujet là, c'est les taxes en fait. Oui, non, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je suis contre le fait qu'on puisse aller chercher des taxes sur les, je sais pas quoi, les fumeurs, les buveurs d'alcool ou les gens qui conduisent. Les propriétaires de chiens. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont, enfin on va pas faire une sociologie du chien, mais il y a plein de gens pour lesquels le chien ou le chat c'est le compagnon quand on est tout seul, quand on vit tout seul, des personnes âgées. Enfin. Ce qui en dit long de la grande solitude de nos sociétés. Mais bien sûr. Dans laquelle vivent la plupart des personnes. Mais bien sûr. Et pourquoi aussi des gens investissent, je dirais, sur des animaux domestiques parce que leur famille a disparu. Celles dont la plupart du temps, dont je vous parlais tout à l'heure en disant qu'elles arrivent le jour ventre à terre. L'ouverture du testament chez le notaire. Où il y a le testament. Non, vous savez, moi je persiste à dire que je parle toujours de ce tout petit texte d'Aristote qui nous dit qu'est l'économie. L'économie, c'est l'organisation de la maison. La France, c'est une maison. Et chacun sait très bien que quand il gère son propre budget, il faut faire des économies. On ne va pas taxer tout le temps. L'argent, il rentre, mais il ne rentre pas plus qu'il ne peut rentrer parce que vous avez 1 ou 2 salaires. Et puis voilà tout. Et il y a un moment donné où on doit pouvoir dire, mais où sont nos dépenses? Où sont les fuites? On a un tonneau de Danaïde, là c'est percé, ça part de partout. Et il y a un moment donné, moi je suis partisan des économies.
Je persiste à penser que quand vous avez... l'économie dans les dépenses publiques, on est d'accord? Oui, absolument. Oui, plutôt que de taper le citoyen, parce que cette dame dit on paie assez d'impôts, mais elle ne le dit pas, mais je pense qu'elle le sait, qu'elle le pense, mais les gens qui vont chercher leur nourriture du petit matin pour faire leur petit déjeuner, ils paient des taxes, ils paient des impôts sur la baguette, sur le beurre, sur le café, le chocolat, le thé, etc. Et que même les gens les plus modestes paient des impôts. Il ne s'agit pas d'aller taper sur les fortunes les plus riches, les gens les plus riches, mais on se dit mais c'est le français moyen qui paie tout le temps. Ça aussi, c'est pas normal. Et c'est pas normal non plus que des gens arrivent en disant vous avez des droits, vous n'avez jamais cotisé, vous parlez pas le français, vous êtes arrivé il y a 10 minutes et puis vous avez plus de droits, plus. C'est pas l'égalité, ça. C'est la préférence internationale, ou c'est la préférence européenne, ou c'est la préférence étrangère. La préférence française, la préférence nationale étant présentée comme une signature du fascisme. Je dis, mais attendez, je trouve assez juste et normal que des gens qui ont passé leur vie, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des ouvriers, des employés, des marins-pêcheurs, etc., qui ont passé leur vie à travailler, qui ont passé leur vie à faire des économies, parce que c'est pas toujours facile quand vous avez été artisan de pouvoir dire j'ai cotisé toute ma vie et puis je n'ai que ça comme retraite. Donc oui, bien sûr, vous avez fait de l'épargne, vous avez éventuellement acheté un petit studio et puis vous allez essayer de louer le studio, ça va vous faire une retraite, etc. Et d'un seul coup, on arrive, on dit qui sont ces riches. Et il faut les taxer, il faut les priver d'une retraite qu'ils ne pourront pas avoir. Les retraites aujourd'hui, elles sont minables, elles sont déplorables pour beaucoup de gens. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de dire qu'il faut toujours taxer et simplement dire, attendez, on dépense mal. On dépense de manière inégalitaire dans ce pays qui ne voit que par l'égalité. Il y a un moment donné où on se dit, mais vous n'avez pas intérêt à être un ouvrier, un artisan, un commerçant, un paysan en France aujourd'hui, parce que c'est vous qui prenez tout ça en pleine figure. Vous n'avez pas intérêt à être un petit qui, lui, va, quand il ira chez le boucher, d'ailleurs il n'y va pas, il n'y va plus, ça coûte trop cher, ou qui ira dans un magasin et qui verra une tablette de chocolat, on en a parlé il y a quelques temps. Avec un antivol. Un antivol, de la viande sous antivol. On se dit, mais c'est cette société dont vous dites qu'elle est égalitaire. Non, ça ne va pas. Donc il y a un moment donné où il ne s'agit pas d'aller chercher de l'argent là où il y en aurait, simplement dire, mais pourquoi distribuez-vous autant d'argent? Vous avez vu récemment cette semaine là, que Emmanuel Macron a donné je ne sais combien de millions, peut-être milliards, je ne sais pas, parce que moi, au Liban... En disant, alors, 100 millions. 100 millions, 100 millions. J'avais peur de donner un faux chiffre. Oui. Je veux bien. Mais on aide les pays algériens. Je pense que quand Sarknafo l'a fait justement savoir, tout de suite, l'Algérie a dit on fait un procès. Et l'Algérie a perdu ce procès. Nous donnons de l'argent à l'Algérie pour aider l'Algérie, mais ils sont assis sur une rente pétrolière qui est considérable. Le pétrole, le gaz, ils ont beaucoup d'argent. On donne de l'argent à la Chine. Il y a un moment donné où on se dit mais si nous commencions par regarder où sont les recettes et les dépenses, les gens font ça très bien quand ils ont un petit budget à la maison. Et à un moment donné, on dit ah non, ça c'est pas possible. Je peux pas On doit pouvoir, par exemple, de financer des guerres internationales. Est-ce qu'on peut financer, etc., etc. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des taxes sur les héritages ou sur les droits de succession. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on décrit là avec vous, Michel Onfray, c'est la paupérisation des classes moyennes. Oui. Il y a 20 ans, on pouvait encore transmettre son patrimoine, sa petite maison, son petit pavillon de banlieue à ses enfants. Aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible. On n'arrive plus à transmettre tant l'État taxe et tant il taxe de votre vivant. Ça, c'est un véritable moteur pour la colère sociale. Oui, parce que les gens travaillent aujourd'hui et ne peuvent pas bénéficier des salaires qui leur sont versés. Vous avez aujourd'hui des gens qui dorment dans leur voiture alors qu'ils travaillent. Jadis, des gens qui dormaient dans leur voiture, c'était des gens qui avaient tout perdu, qui étaient à la porte de chez eux. Alors on ne savait pas forcément pourquoi, comment, etc. Mais enfin, il y avait des raisons particulières. Aujourd'hui, il n'y a que des raisons qui sont des petits salaires. Des gens qui disent « mais je ne peux pas ». Ou les gens qui ne peuvent pas habiter dans Paris. Si vous travaillez dans Paris, vous êtes obligé de faire 1h30 le matin, 1h30 le soir de transport, de voiture. Et c'est vrai dans d'autres grandes villes, Bordeaux, Lyon, Grenoble. Et donc ça, c'est évidemment pas normal, c'est pas acceptable. On parle des taxes. Est-ce qu'il faut faire payer, et ça c'est un sujet qui vous a beaucoup interpellé, Michel Onfray, l'entrée de Notre-Dame de Paris lorsqu'elle aura à nouveau ouvert ses portes le 8 décembre prochain. L'idée est portée par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle entend financer ainsi la restauration d'autres édifices religieux. Elle s'inspire du modèle de l'Italie, mais c'est absolument refusé pour l'instant par l'Église de France, qui dit partout l'accès aux édifices religieux est gratuit. On va juste écouter ce qu'en pensent les Français sur cette question, puis alors là, je crois que vous allez nous surprendre par votre réponse. Je trouve pas que c'est une bonne idée. C'est restreindre la culture, justement. Je pense qu'il y a des gens qui donnent toujours du bon cœur. Il y a beaucoup de touristes déjà qui donnent. Je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors en plus pour la cathédrale, où je crois qu'il y avait suffisamment de moyens pour la réfection de Notre-Dame. Alors après c'est comme les impôts, quoi. Une fois qu'ils sont créés, après ils disparaissent plus. Ça me choque pas. Il n'y a plus rien de gratuit désormais, donc comment on fait?
Il faut bien entretenir et toutes les rénovations, le nettoyage, des choses comme ça. Tout le monde est content de voir les belles choses et ça a un prix. Bah non, pour moi, c'est pas une bonne idée parce que c'est un patrimoine qui appartient à tous et c'est dommage que même ceux qui n'ont pas forcément les moyens n'aient pas accès à un monument pareil. Voilà pour les réactions, Michel Onfray, des Français. On est sur CNews et Europe 1, sur cette idée de taxer, pas de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris. Pourquoi vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, vous ? On vient de dire qu'effectivement, l'argent était dépensé n'importe comment. Donc évidemment, aujourd'hui, vous avez des caisses vides quand il s'agit de dire, d'un point de vue patrimonial, Monsieur l'État, pourriez-vous nous donner un peu d'argent ? Vous direz, non, il n'y a pas, il n'y a rien du tout. Il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, comme disait Max Weber. L'éthique de conviction, c'est j'ai des idées, peu importe le réel. L'éthique de responsabilité, c'est de dire il y a le réel, il faut faire avec. Moi, je salue l'initiative de Rachida Dati. Parce Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui, elle est dans l'éthique de responsabilité. Elle dit oui, d'accord, je veux bien, les églises, c'est fait ceci, c'est cela, etc. Mais comment est-ce qu'on peut partager? Oui, on peut toujours théoriser là-dessus. Simplement, dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un clocher qui tombe? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des tuiles qui s'envolent? Qu'est-ce qu'on fait quand, etc. Donc oui, après, il y a des gens qui mettent la main à la pâte. Je rappelle quand même que, moi, j'ai pas la mémoire des chiffres, comme vous savez, mais combien a coûté la restauration de Notre-Dame de Paris? C'est considérable. Bien sûr, des millions d'euros, des millions d'euros. Que du privé. Donc les gens, d'un seul coup, ils sont pour le privé, là. Et ils sont contre, mais en même temps, ils sont pour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup d'argent pour que ça puisse se faire, et ça se fait. Donc ça s'appelle, c'est presque le denier du culte. Alors je ne sais pas si ce n'est que du privé, il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, parce que de fait, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup étonné, mais je crois que l'État n'a pas donné d'argent. Enfin, c'est à vérifier. Mais toujours est-il que quand il s'agit d'aller trouver de l'argent pour dire, mais attendez, le clocher est en train de tomber, moi, dans mon village, j'ai trouvé de l'argent privé, pour pouvoir refaire, non pas le clocher, mais l'entrée pour resculpter le portail roman qui est magnifique. Et j'ai trouvé des gens formidables qui m'ont aidé et qui m'ont dit on vous donne un billet de 20 000 euros pour pouvoir faire ce travail. Et c'est un ami qui est tailleur de pierre dans le village qui va refaire ce travail-là. Il faut trouver de l'argent. D'accord, mais ça voudrait dire pour les fidèles, Michel Onfray, qu'on devrait payer pour aller à la messe. Alors ça vous paraît pas aberrant? Alors après, moi je pense qu'on peut envisager qu'il y ait des couloirs, ça se fait partout en Europe, qu'il y ait des couloirs qui permettent d'aller dans des endroits où vous pourriez prier. Et puis il y aurait évidemment des resquilleurs qui diront je veux aller prier, puis en fait voilà. J'ai bien resquillé, etc. Non, il y a un moment donné où même Stéphane Bern, avec ce qu'il fait, je trouve que ça ne devrait pas avoir lieu. Stéphane Bern, normalement l'État devrait subventionner tout ça. Mais ce qu'il fait est formidable, parce qu'il dit oui d'accord, éthique de responsabilité, faites comme vous voulez. Moi je suis dans un endroit, je vois des châteaux qui s'effondrent, je demande de l'argent, je fais un loto et je permets à des gens de sauver des bâtiments. Tant mieux, il faut être efficace, il faut être pratique. Et là, je retrouve la Rachida Dati du départ qui m'avait donné l'impression qu'elle serait malrussienne, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'inscrirait ses pas dans ceux de Malraux, quand elle a commencé à parler du patrimoine. Ça fait partie de la culture, donc il n'y a pas que le religieux. On a beau dire, je défends cette civilisation judéo-chrétienne, elle a quand même produit des musiciens formidables, des peintres formidables, des sculpteurs formidables, des architectes formidables. Et il y a un moment donné où, moi, quand je vais visiter des édifices, je ne suis pas gêné par le fait de donner de l'argent, sachant très bien que ça va permettre de payer des salaires, de payer des restaurations. Et puis, à un moment donné, c'est un geste militant que de donner 5 euros. C'est pas... Et ça permettrait, selon elle, de récolter 75 millions d'euros par an pour permettre la rénovation d'autres églises en décrépitude dans notre pays. Parce que ceux qui sont contre ça, ils sont pour taxer les déjections canines en disant on va trouver de l'argent qui nous permettra de... On en revient aux taxes. Ah oui, non, mais à un moment donné où elle propose quelque chose de concret, dans la logique du Malraux qui estime que le patrimoine fait partie de la culture, et c'est pas le patrimoine contre la création contemporaine et la création contemporaine contre le patrimoine, c'est la même chose, et c'est bien que quelqu'un dise je ne suis pas dans la théorie pure, je suis dans une pratique et je vous propose de récupérer X millions. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel Onfray. Vous venez d'évoquer André Malraux. Évidemment, l'ombre du général plane sur nous. Nous n'allons pas l'écouter exceptionnellement aujourd'hui. On l'a écouté il y a très peu de temps. Mais on va écouter son ministre de la Culture, André Malraux. C'était en 1959. Il évoquait la confrontation des cultures. Écoutez cette archive d'André Malraux. Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème. Problème dont la solution un peu schématique serait peut-être la culture et l'héritage des œuvres du passé qui concourent à la qualité de l'homme lorsque cette qualité n'est plus fondée sur la foi. De ce point de vue, la doctrine de la Ve République est de rendre présentes les œuvres les plus hautes de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Formidable discours. Tout est dedans, évidemment. Oui, c'est ça l'éducation populaire. C'est-à-dire que vous avez eu un Malraux qui a dit la culture, elle est là.
Et le peuple, il est là, et on va monter le peuple à la culture. Et donc ça, c'est de l'éducation populaire. C'est de dire, vous êtes capable d'aimer des choses compliquées. Moi, quand on a donné une télévision à mes parents et que c'est arrivé à la maison, le jour où mon père a allumé la télévision, c'était les Perses d'Échille. C'était présenté à 20h30. Mon père a dit, c'est spécial. Et donc, ça, c'était la conception du général de Gaulle, la doctrine de la Ve République, j'adore. Et puis la gauche, c'est Jacques Lang. C'est-à-dire, le peuple est là, la culture est là, on va baisser la culture jusqu'à vous. Ne faites pas d'efforts. Et si vous aimez la bande dessinée, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle de la culture. Si vous aimez tel ou tel chanteur de charme, ne vous inquiétez pas, c'est de la culture. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher du Tilleux, Boulez ou ces musiciens contemporains un peu compliqués. Mais si vous aimez, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, tel ou tel chanteur, eh bien, ça fera l'affaire, ce sera aussi de la culture. Vous aimez cuisiner, c'est formidable. Le couscous, c'est culturel. Donc dès que vous faites un couscous, vous faites l'équivalent de finalement quelqu'un qui écrirait les Noces de Figaro, c'est à peu près la même chose. Marc Fumaroli avait d'ailleurs attaqué ce qu'il avait appelé l'État culturel français. Et il avait bien raison. Moi, je crois, c'est la gauche aussi, ça, à l'éducation populaire. J'ai fait une université populaire pendant tant d'années, justement pour cette raison, en disant, le peuple est capable de comprendre les plus belles choses si on l'initie. Vous n'étiez pas né, mais moi j'ai souvenir de cette télévision où on avait un Marcel Bluval, un réalisateur extraordinaire, qui mettait en scène le Don Juan de Mozart, de Molière, texte formidable, avec Michel Piccoli dans le rôle titre et avec des acteurs extraordinaires. C'était compréhensible. Don Juan n'était pas tout nu sur son cheval. Sganarelle n'était pas à quatre pattes avec une plume dans le derrière. Et on avait un respect du texte et les gens n'avaient pas l'impression qu'il y avait une métrique parce que c'était fluide, c'était beau. Il y avait Claude Brasseur dans ces choses-là. Et il y avait plein de gens comme Santelli, Barma, qui étaient des communistes à l'époque. Le général de Gaulle dit, moi ça m'est égal qu'ils soient communistes. Ils mettent à disposition du plus grand nombre les chefs-d'œuvre de l'humanité, notamment les chefs-d'œuvre de la culture française. Mais en réalité, Michel Onfray, c'est exactement ce que dit Rachida Dati. Elle dit, il faut que cette culture-là soit accessible au peuple. Et il faut élever le peuple français. On parle évidemment de culture, d'édition aussi. Ça vous a marqué. Les Français lisent de moins en moins. Le nombre de livres vendus dans notre pays est en baisse de 3%. Ça inquiète évidemment les libraires qui sont le poumon vivant de la littérature. Est-ce que le livre est en train de mourir pour vous, Michel Onfray? Est-ce qu'il y a un risque? Oui, c'est visible. Je le dis avec mon vieil ami Denis Molin, enfin vieil ami, non pas qu'il soit vieux, mais c'est notre amitié qui est vieille. Et je le salue, qui est le plus grand libraire de Bordeaux. Et je dis ça depuis très longtemps. Et Denis, il est optimiste. Il me dit, mais non, ça marche très bien, le livre, etc. Et puis, il y a quelque temps, il me dit, je crains que vous ayez vraiment raison. Vous savez, les meilleures ventes de livres, c'est Astérix, la plupart du temps. Ce sont les mangas. Les BD. Ce sont les BD. Ce sont Astérix, les livres. ce n'est pas les mangas, Michel. Non, j'ai donné le... BD, manga. Vous avez raison. Non, mais vous avez entièrement raison. Vous ajoutez les livres de bien-être personnel, les gens qui ont rencontré, je ne sais pas quoi, la Sainte Vierge qui leur a parlé et qui leur a parlé de Bouddha en leur disant que si on portait telle couleur de pierre, on allait être sauvé et qu'on soignait le cancer de cette manière-là. Tout ça, ça marche très bien. Les tables qui tournent, les esprits qui parlent. Ce sont des objets, mais l'objet ne fait pas le livre. C'est au-delà de ça. Qui est capable aujourd'hui d'accéder à la culture classique, puisque ces gens, cette jeunesse qui arrive sur le marché, nous parlions de l'inculture des jeunes qui aujourd'hui disent Palestine, etc., ou les gays pour la Palestine. On leur dit juste, mais attendez, vous savez un petit peu ce qu'est la civilisation arabe, la civilisation arabo-musulmane, c'en est une civilisation. On est une. Et il faut qu'on puisse l'expliquer. Qui aujourd'hui, quel jeune de 20 ans, sauf s'il y a derrière les parents et une famille, mais est capable de lire La Recherche du temps perdu? Qui est capable d'écouter la tétralogie de Wagner, si vous n'avez pas été initié? Et c'est ça l'éducation populaire. Malraux, il dit il faut que n'importe qui accède à la tétralogie de Wagner, parce qu'on va vous l'expliquer, parce qu'on va vous la raconter, etc. Vous donner les clés pour la... Et c'est le livre qui rendait ça possible. Bien sûr. On peut retenir une heure là-dessus. Oui, je sais que vous êtes intéressable sur le sujet. Parce que c'est la présentation d'un déplacement dans le temps. Vous avez l'objet, et quand vous tournez les pages, vous savez que le passé est là, le présent est là, le futur est là, qu'il a cette massivité, alors que quand vous êtes sur une tablette, vous avez un instant, vous avez un pur présent lumineux, ça s'efface et ça disparaît. Puis après, vous avez, à côté des livres, d'autres livres, ce qu'on appelait jadis des bibliothèques. Michel Onfray, ça nous amène au niveau aussi de culture et d'écriture des étudiants. On va écouter une professeure, elle s'appelle Aude Denisot, elle a été interrogée par nos confrères du Figaro. Elle estime que nous allons droit dans le mur, nos étudiants ne savent plus écrire. Écoutez ce qu'elle dit. Oui. Ces étudiants, ils sont handicapés dans leurs apprentissages. Ils peinent à mémoriser, ils peinent à comprendre parfois parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Et puis, ils vont peiner à écrire, à la fois du point de vue moteur. Ils ne tiennent pas correctement leur stylo, ils écrivent beaucoup trop lentement, ce qui donne des copies trop courtes, mal écrites, et donc, des notes qui ne correspondent souvent pas du tout au travail qu'ils fournissent à la maison et à l'université.
Voilà, des étudiants handicapés parce qu'ils n'écrivent pas bien, ils ne tiennent même pas bien leur stylo, Michel Onfray. Mais je vois ça de temps en temps à la télévision. Vous savez, quand il y a les marronniers, les rentrées scolaires ou les questions scolaires, on a toujours des images d'archives. On fait voir des enfants qui tiennent leur stylo comme si c'était un bâton qu'ils avaient récupéré par terre, alors qu'il faut évidemment tenir. Ça s'apprend si personne ne leur dit. Les enfants sont victimes. Ils sont victimes de gens qui leur ont dit depuis 40 ans, 50 ans, plus besoin de chronologie, plus besoin d'apprentissage, l'orthographe est la science des imbéciles, enfin toutes ces choses qu'il faut... Après tout, ça sert à quoi si vous ne savez pas ET et EST, qu'est-ce que ça veut bien dire, qu'est-ce que ça peut bien vous faire, puisque finalement c'est compréhensible. Moi je me souviens jadis que ma compagne qui est aujourd'hui décédée, mais corrigeait le certificat d'études et qu'on tolérait herbe sans H. En disant, mais c'est pas très grave. Dans un examen où on commençait à dire, effectivement, que les fautes d'orthographe n'étaient pas très graves, de manière officielle. Donc, évidemment, il y a un moment donné où, quand vous n'apprenez plus ni à lire, ni à écrire, ni à composer, mon père qui était ouvrier agricole, à 13 ans, il a quitté l'école, il avait une orthographe parfaite. Il connaissait les accords, il connaissait un certain nombre de choses, parce que ça s'apprend. Et si vous avez des parents qui apprennent à leurs enfants, les enfants sauront lire, écrire, compter, ils aimeront le livre, ils aimeront la musique, ils aimeront la peinture, mais c'est la reproduction sociale, et Bourdieu avait raison de le dire. Si l'école, moi je suis un produit de l'école républicaine, si l'école ne permet pas à des enfants d'origine modeste d'accéder aux chefs-d'œuvre de la culture, donc au savoir, donc à la pensée, donc aux informations qui permettront de dire des choses justes sur Israël, sur la Palestine, sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui, parce que ce serait documenté avec du savoir. Si les choses ne sont pas documentées avec du savoir, vous êtes dans l'opinion et c'est la pire des choses. Et il y a l'intelligence artificielle au milieu de tout ça, l'irruption de l'intelligence artificielle qui maintenant est dans toute notre vie quotidienne. Je vais vous faire écouter un petit extrait, on a entendu juste dans le petit journal qui a précédé notre émission, le premier concert fait par un robot violoncelliste. Ça s'est fait à Malmö, en Suède. Un orchestre symphonique a joué aux côtés d'un robot violoncelliste. Alors je ne sais pas si on peut écouter, mais 10 secondes juste de ce concert. Voilà, écoutons ce petit concert. Alors voilà Michel, alors, moi qui connais un peu la musique classique, je peux vous dire que c'est pas terrible du tout, et que c'est très très plat et très linéaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce robot dirigé par un chef d'orchestre, un orchestre symphonique? D'abord, c'est de la soupe, cette musique. C'est de la soupe, on est entièrement d'accord. Non, mais la musique, en tout cas, la façon dont il l'interprète. Non, mais si c'était Paganini, on verrait ce que peut la machine. C'est-à-dire que s'il s'agit de tirer le crin de cheval, là, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je trouve très drôle, c'est que vous ayez une chef d'orchestre. Normalement, le chef d'orchestre donne un certain nombre d'informations et l'information permet à une quinzaine, une vingtaine, une centaine de personnes de jouer correctement ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine, quand le chef d'orchestre dit plus vite, moins vite, ou attendez ceci, ou c'est n'importe quoi. Donc c'est une espèce de performance intellectuelle, mais en même temps, vous dites c'est la première fois qu'une machine joue comme ça. Mais moi, ça fait 20 ans que j'entends des musiciens qui jouent comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire vous achetez des disques et vous avez des jolies mais c'est autre chose, c'est pas l'intelligence artificielle. Non, oui, c'est même pas l'intelligence naturelle. C'est-à-dire vous avez juste des jolies femmes et d'un seul coup on les voit pieds nus, on les voit à demi nus, on les voit avec des loups, on les voit on les voit dans des situations. On se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec la musique? Jadis, quand j'écoutais, il y avait une émission de musique qui s'appelait la Tribune des critiques de disques où on écoutait des émissions, des pièces qui étaient jouées par machin, bidule, un tel, etc. Et on se disait mais on ne sait pas qui est le pianiste. Mais il y avait des interprétations, il y avait de la subjectivité, il y avait une façon de jouer. Aujourd'hui, quand vous allez à Bayreuth, un même opéra pouvait par exemple faire 45 minutes de plus ou de moins suivant la battue d'un Furtwängler par exemple, ou d'un Savalich, ou qui l'on voudra. Mais aujourd'hui, vous avez une espèce de jeu qui ressemble à ça chez des gens qui sont des purs produits, des produits comme en avant, puis après ces produits disparaissent. Il y a 20 ans, vous aviez des vedettes et ces vedettes ont disparu. Pourtant, qui étaient des gens très honorables. Simplement, ça a manqué. Vous aviez des Maurizio Pollini, vous aviez des Glenn Gould, enfin, vous aviez des Richter qui avaient des façons de jouer. On se dit, le toucher de Richter, c'est quand même pas la même chose que celui de, je sais pas, d'Alfred Brendel, par exemple. Et puis il y a le côté tactile. Je veux dire, les doigts sur l'instrument, ça, la machine ne peut évidemment absolument pas remplacer. Alors ça, je serais pas d'accord avec vous. Moi, je crains je pense que les machines, jamais la machine n'y arrivera. Eh ben moi, je pense que j'irais même pire. Je dirais que la machine fera mieux que les hommes quand on réussira à plaquer du mécanique sur du vivant. Vous savez que c'est la définition du comique chez Bergson. Le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Quand on commencera à faire jouer des machines et qui seront branchées sur des cerveaux ou avec des ordinateurs qui eux-mêmes, des ordinateurs quantiques, auront des cellules neuronales. Mon Dieu. Ben oui. Mon Dieu, oui, mais ce monde qui nous attend. Espérons encore qu'il y ait encore de grands musiciens
pour il y aura des rebelles nous enchanter. Ils joueront comme des génies. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette très bonne émission, très belle émission de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Fray est dispo pour toute l'actualité qui est palpitante. Merci à vous et bonne journée à vous sur nos deux antennes.